Bonjour. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la lecture linéaire de la fin de l'acte 2, scène 5, du drame On ne badine pas avec l'amour. En complément de l'introduction à la pièce et du rappel de cours sur le romantisme que je vous ai proposé dans une autre vidéo, l'explication de cet extrait permet de mettre en perspective le nœud de l'intrigue, où le conflit entre les deux protagonistes paraît à son acmé. À mi-chemin entre le proverbe et le drame romantique, On ne badine pas avec l'amour, publié en 1834, est une courte pièce d'Alfred de Musset, qui reflète le contexte dans lequel se trouve alors l'auteur. Alors qu'il endure avec violence les tourments de sa relation passionnelle et chaotique avec George Sand, l'auteur explore dans cette pièce la complexité du sentiment amoureux avec la sensibilité très romantique qui le caractérise. Les deux protagonistes, Camille et Perdiccand, se vouent un amour sincère et profond depuis l'enfance, et sont destinés à un mariage qui en définitive n'aura pas lieu. En effet, mus par un orgueil propre à la jeunesse, ils s'affrontent dans un jeu qui conduira tragiquement à la mort d'une innocente. Dans ce passage situé à la fin de l'acte 2, scène 5, les deux jeunes gens se retrouvent dans l'intimité et partagent deux conceptions totalement opposées de l'amour. Camille a exposé ses craintes en affirmant renoncer à l'amour terrestre. Perdiccand, lui, contre-argumente ici et lui révèle la vanité de l'éducation religieuse qu'elle a reçue. Dans notre projet de lecture, nous verrons comment l'éloquence de Perdiccand est mise au service de l'expression d'un amour profond et sincère. La première tirade est consacrée à un réquisitoire de l'éducation des jeunes filles au couvent. La deuxième tirade est un vibrant plaidoyer célébrant la beauté de l'amour véritable. Procédons à la lecture du texte. Acte 2, scène 5, une fontaine dans un bois. Perdiccand. Sais-tu ce que c'est que des nonnes, malheureuses filles ? Elles qui te représentent l'amour des hommes comme un mensonge ? Savent-elles qu'il y a pis encore, le mensonge de l'amour divin ? Savent-elles que c'est un crime qu'elles font, de venir chuchoter à une vierge des paroles de femme ? Ah, comme elles t'ont fait la leçon, comme j'avais prévu tout cela, quand tu t'es arrêté devant le portrait de notre vieille tante. Tu voulais partir sans me serrer la main. Tu ne voulais revoir ni ce bois, ni cette pauvre petite fontaine qui nous regarde tout en larmes. Tu reniais les jours de ton enfance. Et le masque de plâtre que les nonnes t'ont plaqué sur les joues me refusait un baiser de frère. Mais ton cœur abattu, il a oublié sa leçon, lui qui ne sait pas lire, et tu es revenu t'asseoir sur l'herbe où nous voilà. Eh bien, Camille, ces femmes ont bien parlé. Elles t'ont mise dans le vrai chemin. Il pourra m'en coûter le bonheur de ma vie. Mais dis-leur cela de ma part. Le ciel n'est pas pour elles, Camille. Ni pour moi, n'est-ce pas ? Perdiccand. Adieu, Camille, retourne à ton couvent. Et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond, où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de deux de ces êtres, si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. Mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière, et on se dit « J'ai souffert souvent. Je me suis trompé quelquefois. Mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. » Il sort. On ne badine pas avec l'amour, Alfred de Musset, 1834. Cette première tirade est donc consacrée à un réquisitoire de l'éducation des jeunes filles au couvent, lignes 1 à 6. Exaspéré par l'attitude de Camille, qui reste aveugle à la parole du cœur, Perdiccand prend la parole en de longues tirades visant à lui prouver que l'éducation reçue au couvent l'aliénait et l'enfermait dans une conception erronée, vaine et dangereuse de l'amour. Dans un premier temps, c'est une colère sincère qui s'exprime. À travers les questions rhétoriques et les anaphores, Perdiccand prend à partie son interlocutrice, espérant la mener à une prise de conscience.
La répétition du verbe savoir, opposé au champ lexical du mensonge et de l'illusion, révèle à quel point le discours des nonnes est trompeur. C'est un pur mensonge. Cette hypocrisie est d'autant plus grave qu'elle détourne des enfants innocentes et encore ignorantes à l'orée de leur vie. Le terme péjoratif, crime, est particulièrement violent, dans le sens où ces mensonges inculqués aux jeunes filles détruisent et pervertissent d'emblée leur esprit naissant. Ce ne sont que des vierges, à qui l'on insuffle un prétendu savoir qui ne les concerne pas, car elles n'ont pas été confrontées aux potentiels tourments de la vie. Perdiccas souligne bien cette incohérence. On fait redouter aux jeunes filles un mal virtuel pour les lier définitivement à un amour divin qui n'a, selon lui, pas plus d'existence. La vulnérabilité des enfants est soulignée par la position en fonction de sujet des nonnes. Les religieuses sont responsables de ces fausses idées qu'elles inculquent sciemment, volontairement, à leurs protégés. Elles font ligne 4, elles t'ont fait la leçon, ligne 6. Le caractère insidieux de ce venin propagé par les nonnes est renforcé par le mot chuchoté, péjoratif. Manipulées par des religieuses sans scrupules, les jeunes femmes sont ainsi perverties, aliénées par ces secrets mensongers. L'éducation au couvent était déjà dénoncée 50 ans plus tôt par Choderlos de Laclos, qui révélait dans les liaisons dangereuses à quelle catastrophe cette exploitation de la naïveté des jeunes filles pouvait conduire. À travers la perversion de Cécile de Volanges et le destin tragique de la présidente de Tourvel, on découvrait à quelles impasses destructrices cet enfermement dans l'ignorance et la peur on parvenait. Le chiasme contenu dans la deuxième question rhétorique évoque cette circularité qui ne laisse aucune issue à toutes ces jeunes femmes. En conséquence, l'emploi du passé composé vise à renforcer la tristesse du constat présent. Camille s'est bel et bien imprégnée de ces leçons répétées. Lignes 7 à 13. Lucide, clairvoyant depuis longtemps, comme en témoigne l'emploi du plus que parfait, j'avais prévu, Perdiccas insiste sur la responsabilité de Camille. C'est elle et elle seule qui marque son refus et la rupture irrémédiable entre eux. Le conflit entre Perdiccas et Camille est souligné par l'opposition pronominale, entre je et tu, ainsi que par l'abondance des négations syntaxiques et lexicales en jaune. Camille a choisi de briser l'union, par le nous exprimé par le possessif notre, à la ligne 7. Même si elle a été victime de la manipulation des nonnes rappelées aux lignes 10 et 11, on lui a fixé un masque de plâtre, symbole d'hypocrisie, mais elle n'a pas su s'en défaire. Dans cette étape, Perdiccas s'exprime avec lyrisme et nostalgie. Le déictique 7, l'adjectif pauvre à la ligne 9, traduit ce regret profond. L'enfance est désormais loin pour ces deux jeunes gens, et le passage à l'âge adulte paraît insurmontable pour Camille, malgré l'invitation pressante de Perdiccas à le suivre. Sa déception, son chagrin sont aussi ceux de cette fontaine personnifiée, tout en larmes, elle qui fut le témoin de leur enfance heureuse. Par le connecteur mais, Perdiccas évoque le sursaut d'espoir qui l'a animé, quand Camille a accepté de laisser parler son cœur ignorant et innocent. Elle a prouvé en acte, en le rejoignant pour ce rendez-vous, que son cœur avait encore une volonté indépendante de sa raison corrompue. Le préfixe itératif dans revenu traduit aussi cet espoir de voir renaître, ressurgir la flamme pure de l'enfance, la réunion de ce nous perdu, dans le cadre authentique de la nature, sur l'herbe. La tirade s'achève sur un constat empreint de dépit. C'est avec mépris que Perdiccas pointe du doigt ces femmes. L'ironie est très claire dans l'emploi de l'adjectif vrai, qui montre bien l'aveuglement de Camille. Convaincue que les nonnes lui ont inculqué les bons préceptes, elle persiste irrémédiablement dans l'erreur qu'elle prend pour la vérité. Perdiccas n'a plus qu'à renoncer à lui faire entendre raison. L'endoctrinement de Camille semble avoir été une parfaite réussite. C'est pourquoi il revient de nouveau à des sentiments qu'ils partagent tous deux et qui, selon lui, pourront seuls triompher de cette catastrophe éducative. L'hyperbole « le bonheur de ma vie » souligne la force de cet amour, son importance vitale. Et tout cela aura été détruit par ces religieuses, indignes, elles, de cet amour de Dieu que par ailleurs elles détruisent chez leurs congénères. C'est sans appel que Perdiccas affirme leurs actes criminels au sein de l'humanité. Le ciel n'est pas pour elles. Et c'est non sans ironie que Camille réaffirme sa position négative et son appartenance au camp auquel elle veut toujours se rallier, celui des nonnes. Dans la seconde tirade, les ordres donnés à l'impératif et l'emploi du futur de l'indicatif traduisent la certitude chez Perdiccas que tout est perdu.
Le lexique est violemment péjoratif et souligne le dégoût du jeune homme pour toute cette fiction hideuse transmise par les nonnes, tel un venin mortel, comme en témoigne l'emploi d'empoisonner. De manière catégorique et hyperbolique, avec l'emploi de l'indéfini tout, dans un parallélisme parfait, des deux longues énumérations caractérisant les hommes et les femmes, il réunit dans une même vision d'horreur ce à quoi tous sont réduits. Au sommet de sa douleur, le jeune homme synthétise dans un tableau répugnant le résultat de cette éducation, qui a conduit Camille à une vision abominable du monde. Les goûts sans fond, le superlatif les plus informes, l'animalisation de cette humanité grotesque, contenue dans la plus écrasante bassesse, n'a plus qu'à ramper dans la boue de ses travers, sans plus aucun espoir d'élévation vers le sublime. On songe au voyageur contemplant la mer de nuages, l'homme romantique, isolé sur ces hauteurs montagneuses, loin d'une humanité médiocre, qui n'est même plus visible sous l'épaisseur des nuages. Tel Alfred de Musset, tel Perdiccas, ce voyageur n'aurait plus d'autre refuge que l'isolement, au sein d'une nature authentique, pour échapper aux malheurs du monde. Les images sont crues ici, la douleur est immense, comme en témoignent les verbes ramper et se tordre. Perdiccas est véritablement brisé, torturé, déchiré intérieurement. Néanmoins, il trouve la force d'opposer un éloge poignant de l'amour authentique. Ce sursaut est marqué par les connecteurs « mais ». Dans un dernier élan lyrique, il développe dans des rythmes binaires et ternaires sa conception de l'amour véritable. Le sublime, le sacré, existe bel et bien dans le monde des humains, si l'on accepte sa condition de mortel et ses imperfections, soulignées par les adverbes intensifs « si ». La souffrance est indissociable du bonheur d'aimer et d'être aimé. C'est une leçon que Camille doit comprendre. La vie et l'amour nécessitent une prise de risque et une acceptation du malheur. Perdiccas se fait ici entièrement le porte-parole de Musset. La leçon de vie donnée par l'emploi de l'indéfini « on » laisse vite place au jeu lyrique, qui engage pleinement le locuteur. Constitutif de la vie, toutes les blessures endurées, toutes les épreuves traversées sur le chemin de l'amour terrestre n'ont d'authenticité que si l'on accepte de les vivre avec sincérité. La subordonnée, quand on est sur le bord de sa tombe, permet de rappeler la chronologie de la vie humaine, vouée à la finitude, par opposition au divin, immuable dans sa perfection. La répétition « mais on aime »,« mais j'ai aimé » met en relief que l'amour terrestre est bien la plus belle consolation de l'homme, dans une vie trop souvent marquée par la douleur. Enfin, le présentatif « c'est moi qui » marque le triomphe de Perdiccas sur son destin, qui assume pleinement ses blessures et ses erreurs, ses actes imparfaits. Son intégrité, son authenticité apparaissent comme un rempart face à un monde factice, hypocrite. Et c'est dans la même logique, de par son caractère ici entier, dans sa révolte contre les vices, qu'il sort brutalement, refusant toute négociation, dans des discours vains et pervertis par l'orgueil et la manipulation. En conclusion, Perdiccas, à l'issue de cet affrontement qu'il a opposé à Camille, sort victorieux, grâce à ces deux tirades sincères et éloquentes. Affirmant ainsi la puissance et la beauté de l'amour véritable, il s'est livré à une dénonciation virulente et pertinente de l'hypocrisie religieuse, qui a conduit Camille à un enfermement trompeur et contraire à la vie. Néanmoins, Camille ne semble pas encore réceptive au discours de son amant, et l'orgueil des deux jeunes gens, malgré les sentiments indéfectibles qui les unissent, reste un obstacle. Par ailleurs, l'aveuglement de Camille, particulièrement marqué dans cette scène, laisse présager que la prise de conscience n'est pas à l'ordre du jour. Le chemin sera long. Et sans doute sera-t-il trop tard. Et en effet, tout comme dans un autre drame de Musset, Les Caprices de Marianne, la mort d'une tierce personne, innocente, séparera irrémédiablement les deux amants. Nous en avons terminé avec cet extrait d'une grande beauté, typiquement romantique. Je vous dis à très bientôt.